Moi, je suis économiste. Mes travaux, en ce moment, sont accueillis au LAMETA et sont cofinancés par le LAMEX CEMEB et par le Bureau d'études Biotop, que je remercie au passage. En effet, une partie de mes travaux s'intéresse à une approche à une échelle plutôt territoriale de la mise en œuvre de la compensation écologique. Et en partenariat avec le laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, nous avons mené un travail pour modéliser la mise en œuvre de la compensation écologique en essayant d'avoir une approche qu'on allait pouvoir observer à une échelle plutôt territoriale. Donc là, on ne travaille plus au cas par cas, comme ça a été le cas dans d'autres travaux présentés précédemment. Donc la question qu'on se pose ici, c'est quelles sont les conséquences du choix de différentes modalités de mise en œuvre de la compensation, donc par exemple au cas par cas ou de façon plutôt anticipée, mutualisée, et les conséquences de méthodes de dimensionnement sur la mise en œuvre de la compensation, donc à savoir une approche plutôt par surface ou alors une approche plutôt fonctionnelle. L'approche que nous avons eue, c'est une approche en modélisation spatiale, donc c'est-à-dire qu'on est ici dans des cas fictifs et on va pouvoir, sur un même territoire, tester quelles sont les conséquences des différents types de mise en œuvre de compensation. Donc c'est un travail effectivement théorique, mais ça nous permet de faire un travail qui, dans la réalité, n'aurait pas été possible. Et notre terrain d'application, c'est le bassin grenoblois, puisque c'est en lien avec des travaux menés plus largement par le laboratoire d'écologie alpine. Donc nous sommes partis des travaux menés par ce projet qui s'appelle le projet ESNET, qui a pour objectif finalement de modéliser différents scénarios d'urbanisation du bassin grenoblois. Et une fois après avoir effectué ce travail de modélisation de l'évaluation de l'occupation du sol, de déterminer quelles en étaient les conséquences sur l'évolution des services écosystémiques et des bouquets de services écosystémiques. Mon implication dans ce travail s'intéresse à la première étape de ce projet. Donc une fois que la modélisation de l'urbanisation a été réalisée, ce qui nous a rapprochés, c'est que finalement, ils ont modélisé entre 2009 et 2039 l'urbanisation de ce territoire, mais n'ont pas pris en compte le fait que dans cette urbanisation modélisée, il y allait y avoir des impacts environnementaux, et notamment, en particulier sur ce cas d'étude, des impacts sur les zones humides. Donc finalement, le travail que nous avons proposé en partenariat avec eux, c'est nous dans une deuxième étape, modéliser la compensation des impacts qui ont été modélisés par leur scénario d'urbanisation. Donc en effet, après leur scénario, on observe que 170 hectares de zones humides sont impactés, et nous proposons donc de voir, en choisissant différents types de compensation, comment on allait pouvoir organiser à cette échelle-là la mise en œuvre de la compensation. Donc c'est comme si on effectuait finalement un modèle additionnel, un module additionnel. Donc notre méthodologie, nous repartons des sorties de ce modèle d'urbanisation. On va pouvoir calculer le nombre de zones humides impactées et en avoir une représentation cartographique. Donc nous avons une première carte qui est la carte des zones humides impactées sur cette période-là. Et nous préparons dans un second temps, donc ça c'est une première étape qui serait l'évaluation du besoin en compensation de ce territoire. Dans une deuxième carte, nous avons préparé la carte des zones humides qui pourraient être éligibles à la mise en œuvre de mesures de compensation pour zones humides. Donc, c'est-à-dire que nous prenons sur leur carte finale les zones humides qui sont encore non impactées, mais qui sont avec différents degrés de qualité écologique. Je reviendrai dessus juste après. Et nous avons enlevé les zones humides qui sont déjà situées dans, par exemple, des ENS ou des zones qui, du coup, ne seraient pas éligibles à la compensation au titre du respect du principe d'additionnalité des mesures de compensation. Donc finalement, là, c'est une étape où on détermine la capacité de réponse aux besoins compensatoires du territoire. Ensuite, le but du jeu, finalement, c'est d'aller piocher dans la carte des zones humides éligibles autant de mesures compensatoires dont on a besoin, telles qu'identifiées dans cette première carte. Et en fait, le but de notre étude, c'est justement d'intégrer différentes règles du jeu pour cette allocation des mesures de compensation et de regarder leur effet en termes de surface et en termes de fonctionnalité écologique. Donc voilà, c'est notre étape de mise en œuvre de la compensation. Évidemment, ici, on est dans un cadre théorique et modélisé. Alors, une chose qui est la première chose qu'on peut regarder, c'est on va chercher en surface autant de mesures impactées, autant de zones humides impactées, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut prendre en compte, comme la fonctionnalité écologique, ce qui est évidemment ce qu'on cherche maintenant, qu'on essaye d'avoir une approche plus rigoureuse et intéressante de la compensation écologique. Donc, pour ce faire, on a mis en place finalement, une sorte de notation de la valeur écologique des terrains, en partenariat avec un écologue et un agronome impliqués dans le projet du laboratoire d'écologie
l'écologie alpine. Donc encore une fois, c'est quelque chose de forcément un peu simplifié, surtout qu'on travaille à des grandes échelles, mais finalement nous avons noté les territoires en fonction de leur occupation du sol qui est très précise dans le cadre de ce projet de recherche, puisque finalement, au lieu de uniquement savoir si nous avions des zones agricoles, urbanisées ou forêts, on avait une définition très précise du type d'agriculture et du type d'occupation du sol. Donc là, c'est un extrait de la notation. Finalement, nous avons décidé cette notation avec l'écologue et l'agronome en disant que finalement, si une prairie permanente ou une haie était impactée par le modèle d'urbanisation, ça valait beaucoup de points, donc on est obligé d'ici d'avoir un système de points. Et par contre, si on impactait une zone qui était déjà avec une pratique culturelle très intensive, finalement, l'impact en fonction écologique n'était pas très fort. Et on met ça en parallèle avec le fait que une zone puisse être utilisée en tant que mesure compensatoire. Si on utilise une zone qui est déjà une haie ou une prairie permanente comme mesure compensatoire, on n'a pas beaucoup de plus-value finalement, de plus-value écologique, alors que si on restaure des zones qui ont des pratiques vraiment très intensives, le fait de changer la destination de ce terrain va vraiment apporter une bonne plus-value écologique. Donc on peut utiliser la surface, on peut utiliser cette notation un peu simplifiée mais théorique de la fonctionnalité écologique. D'autres choses qu'on peut prendre, donc voilà, là c'est pour un petit peu illustrer une partie du territoire. Ici sont superposées finalement les deux cartes. En rouge, vous avez les impacts qui sont du coup plus ou moins forts selon le type de terrain qui a été impacté. Et autour, en vert, ce sont les mesures de compensation qui pourraient être utilisées pour correspondre à ces impacts, qui elles aussi ont finalement une valeur plus ou moins importante selon l'occupation du sol initial. Et on prend aussi en compte, puisque notre intérêt c'est de travailler à des échelles spatiales un peu plus larges, on va prendre en compte des informations cartographiques dont la région ou ici ce département dispose, donc par exemple les corridors écologiques identifiés par les SRCE. Et ça va pouvoir être aussi une autre condition qu'on ajoute dans notre modèle pour orienter préférentiellement les compensations sur les zones disponibles qui en plus sont dans des territoires qui ont été identifiés comme à enjeu et qui pourraient du coup avoir un réel besoin de restauration écologique. Une chose que je précise aussi dès maintenant, c'est que le bassin grenoblois, c'est un grand territoire. Et là, on s'intéresse à des impacts sur des zones humides. Donc, on travaille à l'échelle des sous-bassins versants présents sur ce territoire d'étude. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là, ce sont des limites de sous-bassins versants. On va rester dans le sous-bassin versant, donc imposer que la compensation y reste. Et on impose aussi systématiquement que ce soit préférentiellement cherché dans des corridors identifiés par le SRCE. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et finalement, les choses qu'on va tester, nous, dans nos différents scénarios de compensation écologique, ce sont un mélange de ces différents critères. Donc on peut avoir une mise en œuvre de la compensation au cas par cas. Donc c'est-à-dire que le modèle qu'on a créé va chercher des parcelles une à une de façon itérative jusqu'à atteindre l'objectif qu'on lui fixe, ou alors de façon mutualisée. Donc ça, c'est un travail qu'on fait à la main, c'est-à-dire que nous-mêmes, on identifie à l'échelle du territoire les zones qui ont apparemment un besoin de restauration et qu'on pourrait dessiner finalement comme zone mutualisée de compensation. L'autre chose qu'on regarde, c'est la méthode de dimensionnement utilisée. Est-ce qu'on cherche un objectif uniquement de surface, uniquement de fonction écologique ou mélangé ? Donc, je vous présente tout de suite les différents scénarios que nous avons modélisés. Le premier, c'est un scénario un peu caricatural, mais qui correspondait finalement à une approche un peu historique de la compensation écologique, où on cherchait uniquement à atteindre, ici on a pris un exemple d'un ratio 1:2 de surface, sans forcément regarder quelle était la valeur écologique de la zone utilisée pour la compensation. Le deuxième scénario, on a essayé finalement de modéliser ce que demande le SDAGE RMC, Road Méditerranée Écorce, excusez-moi, qui demande sur au moins 100% en surface que la fonctionnalité de la zone humide soit recherchée et qu'il y ait en plus une rallonge en quelque sorte jusqu'au 200% en surface sur d'autres zones. On a aussi modélisé un scénario qui serait un peu prospectif, où on chercherait réellement les 100% de fonctionnalité écologique. Et donc, avec la nouvelle loi biodiversité, finalement, c'est ce qui est demandé. Et on s'est imposé en plus de garder au moins 100% en surface, en estimant que la surface elle-même avait une fonctionnalité écologique pour la répartition et le bon déroulement de cycle de vie des différentes espèces. Et un dernier scénario centralisé qui, lui, n'est pas automatisé, mais qui est réalisé à la main, où on va en fait se mettre un peu à la place d'un opérateur cherchant à développer des sites naturels de compensation. Et donc, on va, avec différents critères, décider nous-mêmes de dessiner des banques de compensation, avec pour objectif d'atteindre la non-perte nette de biodiversité, ici de zones humides, et pareil, en gardant au moins un objectif de 100% en surface.
les indicateurs qu'on suit pour pouvoir comparer nos résultats sont la surface compensée par rapport à la surface impactée et est-ce que finalement on a ou non atteint notre objectif d'absence de perte nette théorique et modélisé. Donc est-ce que finalement on a atteint ce gain de fonctionnalité écologique avec ce système de points que je vous ai présenté juste précédemment. Alors c'est un travail qui a été pour les 3 premiers scénarios automatisé, donc on a travaillé à partir des cartes d'attributs des cartes attributaires de nos différentes couches de données cartographiques et avec un script qui automatise finalement l'allocation des mesures de compensation selon les différentes contraintes qu'on lui a données sur nos différents scénarios de compensation. On observe à chaque fois ce que ça donne pour nos 2 indicateurs, à savoir nos indicateurs en surface et l'indicateur en fonctionnalité écologique. Donc, chaque scénario a été répété 5000 fois sur tout le territoire, sachant qu'il tournait lui-même à l'intérieur de chacun des sous-bassins versants. Donc les résultats. Le premier scénario, au cas par cas, où on demandait uniquement à atteindre 200% en surface, c'est-à-dire que le modèle allait piocher un peu partout des zones sans regarder quelle était la valeur écologique. En fait, on observe que, donc, on atteint l'objectif, puisque c'est ce qu'on a demandé au modèle, bien sûr, mais on voit que finalement, dans notre modélisation, avec évidemment toute la modétie liée à notre modèle, on atteint une perte nette de biodiversité. Donc finalement, si on a uniquement une approche surfacique, sans regarder quelle est la qualité du terrain, on observe que même si on met en place les mesures de restauration écologique de ces milieux, on n'atteint pas la non-perte nette. Dans le deuxième scénario, qui est aussi au cas par cas et qui répond aux exigences du SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse, on observe que finalement, ça permet quand même de dépasser l'objectif, et même d'atteindre l'objectif, mais même de le dépasser. Ce qui voudrait dire que quand même, ça a été assez bien pensé, on a l'air d'aller dans le bon sens. Dans un autre, le troisième scénario, au cas par cas, où nous obligeons finalement... Ah oui, excusez-moi, j'ai pas précisé une chose importante. Dans ce scénario-là, le modèle ne va pas chercher au hasard les zones dans le sous-bassin versant, il va chercher préférentiellement les zones avec le plus fort potentiel de restauration écologique jusqu'à au moins 100% en surface, et une fois que le modèle est arrivé à 100% en surface, on le laisse aller chercher au hasard les autres zones. Dans ce modèle... au cas par cas, où on a vraiment un objectif de 100% en fonctionnalité écologique, le modèle, jusqu'à atteindre 100%, ne va chercher que les zones avec le plus fort potentiel de restauration écologique. Donc finalement, ça correspond à la première étape de ce modèle-là. Les résultats sont que finalement, on atteint la non-perte nette de biodiversité, puisque finalement c'est ce que le modèle demandait, mais on a dû aller plus loin que 100% pour respecter aussi cet engagement 100% surfacique. Donc finalement, ce modèle nous demande de quand même aller un peu au-delà de 100% en surface pour atteindre l'équivalence écologique. Et avec le dernier modèle, qui est un modèle... j'ai pas vu qu'il y a cet écran-là aussi. Le dernier modèle à la main, centralisé, donc on voit que les résultats sont qu'on a besoin d'une surface finalement assez importante pour atteindre l'équivalence écologique. Cela est dû au fait que finalement on cherche à avoir quelque chose de cohérent, on cherche à avoir une mesure où les parcelles sont toutes côte à côte. Et cela peut avoir aussi un sens puisque la zone est plus grande et elle va vraiment avoir une meilleure efficacité écologique, dans ce cas-là, à une échelle plus large. Donc finalement, dans ces résultats-là, la limite que je mets un petit peu, c'est qu'on n'a pas modélisé on n'a pas pu inclure dans notre modélisation l'effet d'agglomération des zones liées à cette approche centralisée. Donc peut-être qu'on pourrait rajouter un coefficient multiplicateur pour indiquer que finalement, dans les fonctionnalités écologiques, ce serait même un petit peu mieux puisque finalement on a une approche un peu plus large et qui pourrait entraîner de meilleurs résultats écologiques. Donc voilà une petite illustration de ce que ça peut donner pour l'approche centralisée. Ici, on avait une zone avec donc une potentialité de restauration écologique très forte sur les zones les plus foncées et de plus en plus faible sur les zones claires. Donc finalement, les zones blanches, ce sont les prairies permanentes ou les zones de haies. Et donc finalement, là, à cet endroit de la carte, on avait un enjeu lié à un corridor écologique interrompu par cette zone fortement dégradée. Et nous avons donc dessiné, en quelque sorte, une trouée de façon à réouvrir cette continuité écologique.
C'est bien sûr tout ça théorique, hein, mais c'est vraiment dans l'idée ce qui peut être fait par un opérateur cherchant à mettre en place une banque de compensation, un site naturel de compensation. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir avoir cette idée de continuité entre nos différentes parcelles, on va prendre les parcelles qui ont un fort enjeu, mais aussi celles attenantes, puisque l'objectif étant de vraiment reconnecter cette zone. C'est pour ça que finalement, dans ce modèle, on a besoin parfois un peu plus de surface, mais c'est vraiment pour la recherche d'un gain écologique plus important. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter, que finalement, il faudrait ajouter cet effet de la compensation écologique un peu plus grande, mais aussi, ce qui a été mentionné ce matin dans certains travaux, c'est qu'il y a aussi une efficacité organisationnelle, puisque finalement, la zone ici est censée pouvoir compenser plusieurs projets, donc les services instructeurs vont pouvoir se concentrer sur un peu moins de projets, faire un contrôle et un suivi avec moins d'acteurs finalement à gérer sur un territoire. Et d'ailleurs, on peut même penser que finalement, on aurait pu mettre en place un malus sur notre modélisation du cas par cas, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le cas par cas a pu être peu effectif ou peu efficace par manque de moyens ou de suivi. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être ajouté dans notre modèle. Les quelques conclusions qu'on peut tirer de ces travaux. Alors déjà, c'était intéressant de pouvoir modéliser la mise en œuvre de la compensation écologique selon différentes approches, puisque finalement, on a rarement la possibilité, on ne peut pas le faire dans un cadre réaliste. Donc, même si c'est théorique, ça nous permet un peu de comparer ça pour un même territoire. La deuxième chose, c'est que finalement, en termes d'utilisation dans un cadre peut-être plus appliqué, ça nous permet finalement d'évaluer à une échelle plus large la capacité d'un territoire de supporter son développement, mais aussi sa compensation. Donc il se trouve que dans ce scénario proposé pour la région grenobloise entre 2009 et 2040, la compensation du développement prévu tient dans le territoire, mais ce type d'outil pourrait être vraiment important dans le cadre de développement prévu, mais qui finalement pourrait montrer que la compensation qui serait nécessaire à ce projet ne tient pas dans le territoire. Donc de revoir la façon dont le territoire aurait pu être développé. Ça peut être un outil informatif pour éventuellement repenser des plans de développement, des plans d'urbanisation. Et on peut travailler à différentes échelles. Donc là, je vous ai donné les résultats agrégés à l'échelle de tout le terrain d'études, mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé sous-bassin versant par sous-bassin versant, il y a certains sous-bassins versants dans lesquels on a des pertes nettes de biodiversité. Donc c'est des choses qu'il faut aussi pouvoir regarder à des échelles plus locales. Notre travail est reproductible. Finalement, la méthodologie pourrait être réutilisée sur d'autres territoires. Mais je tiens simplement à souligner qu'on a eu la chance d'avoir une qualité de données très bonne, puisque ce projet ESNET mené par le laboratoire d'écologie alpine avait été très loin dans la précision de la définition de l'occupation des sols. Toutes les régions de France n'ont pas une granulométrie aussi fine de la cartographie de l'occupation des sols et des usages. Mais dans certains territoires, ça pourrait être intéressant de reproduire l'exercice. Et donc enfin, pour terminer, ça reste un travail d'approche théorique et cartographique auquel on pourrait rajouter d'autres choses, en lien notamment avec les aspects organisationnels, j'en ai un petit peu parlé, mais évidemment on peut penser à d'autres aspects socio-économiques et éthiques, et ça fait complètement écho aux travaux qui ont été présentés juste avant, c'est que finalement, là on a laissé le modèle aller choisir des terrains sur des contraintes de surface, de fonctionnalité écologique, mais bien entendu, les propriétaires ou les exploitants de ces terres ne seront pas forcément d'accord pour utiliser la parcelle, donc il faudrait aussi prendre en compte les préférences et l'hétérogénéité des préférences des différents acteurs sur ces différents territoires. On pourrait aussi rajouter l'incertitude de la réussite des compensations écologiques, et tout ça, ce sont des choses qui sont prises en compte régulièrement dans les méthodes d'évaluation, et on en a parlé hier dans le cadre de ce colloque. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes vos questions.